Deleuze, Île Plateau. La pensée débute, dit Deleuze, par un mur contre lequel on se cogne, on se heurte et qu'on va, dit-il, limer avec patience. C'est une formule empruntée à Van Gogh relativement à la difficulté de peindre, où les obstacles, évidemment, ont autant d'intérêt, sans doute, que la certitude d'avoir réussi un tableau. Je cite Deleuze: approcher la couleur, c'est vraiment la couleur, c'est la ligne du dehors. Van Gogh a le sentiment d'en être encore loin, loin, loin. Et il parlera de limer le mur avec patience, la prudence, la ligne du dehors. Je vous dis, mais oui, c'est aussi bien ce qui peut vous ôter le souffle que vous donner la respiration. Fin de citation. Il faut une ligne pour en sortir, comme le terrier de Kafka, trouver une galerie. Je cite Deleuze encore. Je crois que j'ai toujours rêvé de faire une philosophie linéaire, c'est-à-dire une philosophie sans forme, une philosophie qui soit faite de lignes, la ligne du dehors. C'est elle qui vous rencontrera. Ça, je le crois très fort au moment voulu. En effet, comme c'est une ligne du dehors, la rencontre n'est pas du tout déterminée par moi. C'est quelque chose qui m'arrive, c'est un événement. Alors, tracer des lignes, philosophie linéaire, ce serait là l'expérience même, l'expérience elle-même, parce que la forme n'est pas donnée, la forme se cherche peut-être à travers un expressionnisme informel, des manières de s'exprimer qui supposent des explications, des développements, des lignes pour sortir du pli, se redéployer en des sens qui bifurquent. On saisit par exemple comment Spinoza fabrique des lignes de proposition, des lignes de démonstration, de renvoi coudés, de niveaux superposés, hors du temps, comme certaines de ses intuitions sur l'éternité. Alors, ces lignes s'assemblent, se composent pour créer une percée brutale, soudaine, comme dans le livre 5 de l'Éthique. Il en va ainsi de Deleuze pour pour happer la ligne, pour partir sur une ligne de crête, une ligne d'univers, comme il le dit souvent, voire une ligne gothique. Et toutes ces lignes forment une suite d'interruptions, de passages, de respiration pour construire une histoire de la philosophie qui est tout autant une géographie, un ensemble de cartes, de parallèles, de lignes en zigzag, de lignes topologiques. Alors, tracer des lignes, construire une philosophie multilinéaire, mais si cela se produit, ce n'est pas sans soudainement se heurter, ou du moins se confronter à ce qui se passe entre, à ce qui advient du dehors. Il est bien possible que le cours témoigne de cette ligne du dehors mieux parfois qu'un livre, euh, parce qu'elle n'est pas du tout faite, cette ligne, elle n'est pas encore rencontrée, qu'elle est sur le point de nous bousculer. Et en ce sens, c'est bien elle qui nous rencontrera lorsque, venu du dehors, n'étant pas du tout quelque chose qui adviendrait en moi, lorsque donc cette ligne se produira aussi brutalement, sans doute, que la rencontre de la baleine blanche dans Moby Dick. Et c'est cette rencontre dont le cours de Deleuze propose à un moment l'expérience pour qui parvient à entrer dans les interjections, pardon, les suspensions de l'exposition, le rythme d'une phrase qui devient soudainement visible comme sur un bateau en train de tanguer, de couler, dans la gestuelle propre à Deleuze, de se redresser finalement pour conquérir ce qu'il appelle une ligne de flottaison. On trouvera dans les pages de Deleuze sur Melville, central pour son œuvre, un passage proprement sublime sur la préparation de la ligne par le harponneur qui est
particulièrement adapté à ce que Deleuze expérimente relativement à ce qui ne forme plus vraiment des leçons de savoir, mais pour ainsi dire des travaux pratiques, des exercices pour enchaîner les concepts. La ligne, il faut la concevoir avec beaucoup de prudence, sachant que les concepts qu'elle va atteindre, qu'elle va capter, capturer, ne sont pas simplement un divertissement, ni le plaisir d'une occupation mondaine, pour remplir le temps d'une journée, et souscrire au mot d'ordre du moment. La pensée, plus que ce passe-temps-là, ou un jeu savant, est un risque, un véritable risque qui vous emporte vers la frontière. C'est le franchissement d'une limite qui forme la muraille de l'horizon. C'est là que s'écrase toute chose, que la baleine nous rencontre effectivement, que la ligne du dehors doit être tendue. Il en va donc dans un livre de Deleuze de la même manière qu'avec cette ligne à baleine qui peut vous arracher un membre. Je cite Deleuze comme le moindre nœud ou le moindre entortillement dans le rouleau lorsque la ligne file pourrait infailliblement enlever le bras, la jambe. Elle est disposée dans la paille avec le plus grand soin. Certains harponneurs passent presque une matinée entière à cette besogne. Fin de citation. Chacun donc s'aménage sa ligne de baleine, et il faut l'arranger avec précaution parce qu'elle file à l'infini. L'infini étant quelque chose qu'on ne peut attraper autrement qu'en y lançant forcément quelque chose comme une ligne qui nous porte en effet au-delà de ce qui est en notre pouvoir. Et les ouvrages que Deleuze, les essais que Deleuze prépare sont tous confrontés à cette vitesse terrible qui porte la ligne vers le dehors, un exercice fatal nommé par Deleuze empirisme supérieur ou encore empirisme transcendantal. Lui qui se compose en effet, je cite, d'un paquet de relations, quand les termes eux-mêmes se défont et qu'il n'y a plus de substance. Alors bon, ne reste que les lignes qui n'ont évidemment rien de solide, extrêmement souple, qui se plient, se déplient pour former le fait même de l'expérience. Voici donc que les lignes plus prometteuses que les termes reliés se tissent pour constituer, je cite, des relations philosophiques, et que déjà se pose la question, qu'est-ce que la philosophie? En suivant enfin des paquets de relations. Évidemment, Deleuze ne tresse pas une corde pour produire une ligne et filer à toute allure à travers l'histoire de la philosophie. Ce n'est pas une partie de pêche, bien entendu, mais pour autant, il faudra ne pas prendre seulement les lignes dont il est question ici comme des métaphores ou comme des images. Non, il y a des lignes d'écriture, il y a des lignes de pensée. La ligne de Deleuze connaît une vitesse et un risque qui se rapprochent considérablement de Melville. Il s'agit d'une ligne qui se tresse dans les lobes du cerveau et qui passe par toute une texture, un réseau, ni nécessaire, ni aléatoire. Une texture de texte que Deleuze va prendre, un tissu donc que Deleuze va prendre pour tremplin, histoire de lancer sa flèche en avant, minutieusement préparée par cette ligne qui nous rattache au dehors. On ne s'aventure pas dans la pensée sans un minimum de complicité pour composer un réseau de neurones, pour composer une espèce de cordée neuronale. Ce faisant, Deleuze pourra dire que, je cite, son cours est depuis 10 ans un commentaire de texte de philosophe, de philosophie. Je commente des textes de philosophie, voilà. Et bon, les textes qu'il retient pour cette décennie sont parfois aussi compliqués que ceux de Leibniz ou de Foucault. Je cite encore Deleuze. Vous sentez que s'il monte tout ce scénario, Leibniz, c'est un véritable, c'est un drôle de truc, toute cette pièce, toute cette représentation théâtrale, baroque. C'est parce qu'il en a besoin comme une machinerie. Voilà, il faut donc supposer des machineries pour engager une philosophie multilinéaire que Deleuze longe et monte avec beaucoup de précaution. Là, dit-il, on sent que c'est limite.
s'agissant de Leibniz, et que les machineries de Leibniz, par exemple, s'ouvrent en même temps qu'elles perdent. Il poursuit de la manière suivante: il a sauvé le Dieu véridique, mais avec son histoire très très curieuse des pyramides, où s'agitent tous les Adams possibles, est-ce qu'il n'a pas frôlé vraiment toutes les puissances du faux? Comment s'en est-il tiré? Fin de citation. Il s'en tire, dirait-on, par un délire de la raison qui engendre évidemment de curieux dispositifs auxquels Deleuze se rend attentif, comme pour se demander si on ne pouvait pas, peut-être, pousser la ligne toujours un peu plus loin, franchir le mur, ce mur dont on avait abordé chez Van Gogh l'affrontement, affronter justement l'informel et le non chronologique qui s'agitent dans toutes ces histoires, parfois trop bien réglées. Une espèce de tension entre forme et force, quand la force captée vient évidemment faire exploser la forme, quand cette force happée par la ligne démantèle la construction, l'information, sans cependant nous perdre, sans nous entraîner par le fond. Et dans l'énorme cours sur Foucault, la question revient. Là aussi, les textes sont visités selon un montage de série qui renouvelle tout Foucault dans un dispositif pour maintenir la ligne, je cite Deleuze, la ligne d'affrontement. Le pli, l'enveloppement du dehors capable d'ouvrir des brèches sans pour autant nous jeter dans le vide et nous larguer dans la tempête. Alors oui, c'est comme un champ de bataille, une formule qui revient souvent d'ailleurs chez Foucault d'un point de vue stratégique, la question de la bataille où advient un choc, où passe la ligne de force quand se produit l'affrontement entre le dedans, le dehors, une membrane qui compose la puissance au-delà de l'homme, celle qui déjà montre autre chose précisément que l'homme, notamment le surhumain dont Nietzsche déjà avait pour son compte tenté la ligne. Je cite Deleuze, chez Foucault, imaginez, il y a une ligne du dehors. Qu'est-ce que cette inspiration? Là, je pose la question sérieusement. Est-ce qu'il doit quelque chose à Melville? Qui d'autre a parlé de la ligne du dehors ou de quelque chose d'équivalent? Michaud. Et pourtant très indépendamment de Melville, Michaud a des pages splendides sur la ligne qui se tord, comme la lanière d'un charretier en fureur. Bon, c'est l'équivalent de la ligne de Melville. Fin de citation. Mais reconnaissons, il y a bien d'autres formes pour d'autres entrelacements pour produire un véritable diagramme. C'est, dit Deleuze, la ligne qui lance les dés, si j'ose dire. C'est la ligne qui lance des dés. En ce sens, ce sera la ligne de Nietzsche. Fin de citation. Le grand risque, la grande folie, nouvelle ligne encore. Chaque grand philosophe se campe sur sa ligne, lance, jette sa ligne. Et chez Foucault, cette ligne, c'est un pli. Elle se plie dans des formes de subjectivation nouvelles, comme pour envelopper le dehors et lui résister en même temps, selon des mutations inédites. Et Deleuze, entre toutes ces lignes, va tendre la sienne propre, qui ne cherche pas seulement à élever la finitude vers l'infini, même s'il s'agit en effet de jeter une ligne depuis notre espace fini vers l'infini, toujours quelque chose de fugace, qui est toujours quelque chose qui échappe. Il ne s'agit plus, cela dit, de cette ligne qui tend vers l'infini, qui était la ligne classique, mais d'une autre rencontre, la rencontre contemporaine avec le chaos, pour en extraire des chaoïdes, dit Deleuze, ce qui évidemment produit un âge tout à fait nouveau de l'espace classique clôturé par son obsession de l'infini. Il y a donc de nouvelles lignes qui ne sont plus ces longues chaînes de raison comme c'était le cas chez Descartes, qui serait capable de produire un ordre déductif, un enchaînement infini parfaitement déterminé. C'est plutôt un chaînage de lignes que l'âge classique, lui, avait cantonné dans un registre qui est le registre même du divin, qui est le registre même d'une
de ce qui vient ouvrir le sujet à quelque chose d'autre que lui-même. Mais peut-être nous faut-il reconnaître cependant que chaque maillon de ces chaînes déjà classiques, chaque maillon peut induire des aléas insoupçonnés au lieu de se déduire des précédents avec certitude. Ah, c'est cette ligne nouvelle que Deleuze aborde notamment dans son cours sur Foucault pour de nouveaux chaînages multilinéaires, ce qu'il appelle les chaînes de Markov, en mesure de suivre le vol de la mouche, la course d'un taxi dans une ville, mais tout autant un réseau de neurones, le parcours d'une idée dans le maillage du cerveau. Ce sont des zones intermédiaires entre indépendance et dépendance, entre continuité et discrétion, entre hasard et nécessité, puisque les enchaînements du cerveau sont déterminés évidemment de manière chimique, de manière organique, mais la rencontre avec le réel, la rencontre avec les dehors, elle, n'est pas du tout écrite, n'est pas du tout inscrite dans ce chaînage. C'est donc une drôle de chaîne finalement que cette chaîne cérébrale et elle permet la création de nouvelles manières de s'exprimer comme chez Borges ou encore des images de synthèse, des faux mondes calculés par l'ordinateur dans le jeu vidéo. Je cite Deleuze, on ne sait pas bien où ça mène tout ça. Si ça va permettre de faire des jargons, des faux Mallarmé, des faux Joyce, autre chose donc que la folie cartésienne du doute. On est dans une autre ligne que celle du cogito. On est dans une ligne de délire qui est évidemment extrêmement importante dans la compréhension des codes au niveau de la génétique. Parce que ce sont des lignes qui ne sont jamais fixées d'avance, parce que ce sont des lignes dont le délire lui-même sans doute porte l'effrayage. Le frayage de la chaîne neuronale suit la manière dont les codes sont parasités par l'échange entre un milieu intérieur déterminé et un milieu extérieur indéterminé. L'organisme fabrique en tout cas des mixtes entre sa nécessité propre, sa survie, et les rencontres aléatoires qu'il va faire sa vie durant. C'est donc là une chaîne qui fait le mouvement du vivant, une chaîne de grands dangers qui fera de cette ligne une ligne qu'on traverse en funambule. Aller à la rencontre du dehors, dans la zone où rien n'est défini, le tout à partir d'un organisme qui, lui, est conduit par des règles précises. On aura ainsi une espèce de mouvement brownien qui fait l'objet peut-être de ce qu'on pourrait appeler la ligne Stalker. L'âge de l'infini est parvenu au bout de sa ligne d'épuisement et se trouve par conséquent révolu. La philosophie de Deleuze se heurte par la même occasion à un mur plus redoutable sans doute que celui de l'infini. Il affronte une zone de chaos, absolument étrangère pour une langue encore non constituée, un code encore non formé, peut-être à la manière du stalker, auquel le dehors ouvre sa frontière mortelle, approchant avec de multiples hésitations des matériaux très dangereux à retraiter. Et nous disions pour commencer qu'il y allait d'un mur. Et c'est bien cela que tente une œuvre. Aller jusqu'au bout de la ligne pour capter le dehors et sentir quand elle s'achève, ne pas la lâcher avant de toucher au bout et en revenir avec une langue inédite. La philosophie comme création passe par une capture dont chaque ligne produit sa tension, prête à rompre.